Homo Micro. Bonsoir à tous, merci de rejoindre l'émission qui se prend Homo. Ce soir, le soleil est de retour à Homo Micro grâce à notre amie Victoria qui nous emmène le soleil. Bonsoir Victoria. C'est trop gentil, merci beaucoup. Comment merci ça va? Merci de m'accueillir à nouveau. Ça va très bien, merci. Ça fait plaisir. Il y avait quoi, 2 mois que tu n'étais pas passé par Homo quelque Micro? chose comme ça, un mois et demi, 2 mois. Ouais. Tu te fais rare, mais ce qui est rare est bon en général. Tu viens avec un invité. Exactement, un ami, un collègue, Yacine Djebel Noir ce soir. Bonsoir Yacine, on se connaît bien sûr. Bonsoir à tous. De l'association Shams, qui veut Shams dire France. soleil. Hein? Oui, mais l'origine ne vient pas forcément du mot soleil, ça vient d'un ancien poète du avant Moyen-Âge qui s'appelle Shams al-Rumi. Voilà. Dans quelques instants, nous saurons tout sur ton association. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Un invité qui revient parmi nous pour la deuxième partie, Laurent Baudouin, à l'Est des Roses. Il est auteur de ce livre qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Bonsoir Laurent. Bonsoir, ça fait plaisir de vous retrouver. Ouais. Et alors ce soir, tu vas nous faire voyager à travers ton livre et tu vas nous présenter un certain nombre de textes. Voilà des textes des voyageurs du 16e au 19e. Ouais. Et puis donc on fera la part belle aux femmes aussi, on n'avait pas parlé la dernière fois. Ouais. Et tu démarreras d'ailleurs par les femmes. Par elles, oui. Merci de revenir parmi nous, Laurent. Il revient aussi parmi nous. Il y avait longtemps qu'il n'était pas à mon micro. Je pense que c'est ta première de l'année, Antoine Dumignal. Je ne sais plus. La seule chose que je sais, c'est que vous m'avez manqué. Ouais. Voilà. L'amour des grands hommes, c'est cette chronique. C'est oui. Rappelle-nous pour ceux qui ne se souviennent pas ou ceux qui ne savent pas. Ah bah la chronique porte sur les amours masculines de nos grands hommes. Oui. Et ce soir, je vais vous parler d'un homosexuel très affiché au grand siècle, ou du grand siècle, monsieur, frère de Louis XIV. Voilà. Quelqu'un qui te ressemble certainement un peu. À la fin de la chronique, je ne pense pas que tu me diras ça. Isabelle, qui réalise l'émission radio et à la technique ce soir. Comment ça va, Isabelle? Mais ça va toujours quand je suis ici. Ouais. Oui. Vraiment, c'est formidable. Et là, 300 qui sont programmés, on va dire 3,45 tours? C'est ça, 3,45 tours, tout à fait. Oui. Tu nous gardes la surprise ou tu nous dis tout de suite, tu nous dévoiles ce qu'on aura le plaisir d'écouter on écoutera un dépressif, une femme un peu déjantée et un mec qui a un prénom spécial. Comme moi, quoi. Tout me convient en fait. Voilà. Tout me ressemble. L'émission est réalisée par Isabelle pour la partie radio, mais aussi pour la partie chaîne YouTube par Daniel Lebras, qui est juste en face de nous et qui nous regarde, il nous filme avec le sourire. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Victoria. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Alors, comme je vous l'ai dit en tout début d'émission, je suis venue ce soir avec un ami, un collègue, Yacine, de l'association Shams France, qui est l'association LGBT des personnes maghrébines et moyen-orientales vivant en France, et qui est d'ailleurs déjà venue sur le plateau d'Homo Micro, n'est-ce pas, il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Très juste, ouais. Et je souhaitais revenir avec Yacine ce soir pour parler un peu des développements de Shams, qui est une toute jeune association, mais qui s'est énormément développée ces derniers mois. Et je voulais qu'on parle de ses activités et quelques projets qu'on est en train de monter ensemble. On travaille tous les deux dans le cadre de nos engagements associatifs. Shams apprend beaucoup à mon association, le réseau interreligieux mondial, sur la communauté LGBTI dans le monde arabe et musulman. Et j'en suis vraiment ravie. Oui, alors Yacine, j'avais eu le plaisir de t'accueillir sur le plateau d'Homo Micro pour parler un peu de Shams. Il y a donc maintenant quelques temps et tu vas revenir un peu pour nous dire un peu et parler de cette association-là que tu as donc fondée. Cofondée avec Crendel. Qui est toujours avec toi? Malheureusement, il a quitté l'association dernièrement parce qu'il est en train d'évoluer professionnellement. Alors voilà. Alors,
la création de cette association? Pourquoi, pour ceux qui ne savent pas encore? En fait, l'association est créée d'une idée que la communauté LGBT d'origine maghrébine ou moyen-orientale n'a pas forcément un lieu de rencontre, n'est pas écouté, si tu veux. Ouais. Alors, Shams France est né d'une idée où... c'était une rencontre déjà d'amitié entre Yad, Krendel et moi-même. On s'est rencontrés, on s'est dit on doit fonder quelque chose, un lieu de rencontre, que aussi surtout les personnes LGBT et réfugiés qui viennent du monde arabe ne sont pas reconnus en France parce que malheureusement les pays du Maghreb et du Moyen-Orient sont considérés comme des pays safe pour la communauté LGBT. Ouais. Et ils ont beaucoup de difficultés pour avoir le statut de réfugié en France. Alors c'était un peu pour être un peu médiateur en fait. C'est une nation médiatrice. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu plus des activités que vous menez et des personnes que vous accueillez? Alors, depuis bientôt 2 ans, Shams France, on a commencé avec des permanences au centre LGBT de Paris. Mais malheureusement, en fait, on a vu que pendant les permanences, les gens n'arrivent pas forcément à passer le seuil de la porte du centre. Alors, on a réfléchi à diversifier un peu les lieux. Alors, on a gardé bien sûr la permanence au centre, aux LGBT de Paris, et une autre dans une maison d'association, un lieu un peu plus neutre pour les personnes qui ne s'assument pas. Mmh. Et de là, en fait, tout ce qu'on a monté à Shams France est venu à répondre à un besoin spécifique. Par exemple, il y a bientôt 1 an et demi, 14 mois, pardon, qu'on a organisé une table ronde sur homosexualité, religion et société, parce qu'on a vu que la question de religion revenait beaucoup dans l'association. Et aussi sur la question des femmes, la place des femmes, et surtout maintenant, on a aussi des questions de prostitution, que beaucoup de jeunes, nouvellement arrivés en France, voilà, c'est une question aussi qu'on doit travailler. On a commencé à le faire avec l'association Art Média. C'est l'association l'hôpital en fait hors les murs. On va dans des lieux de prostitution, distribuer des préservatifs, rencontrer ces gens-là parce que malheureusement ils sont perdus. Ils n'ont pas d'interlocuteur, ils savent pas qui pourrait être aidé. Voilà. Victoria. Et moi, ça fait un petit moment que je vous suis et j'ai vraiment vu Shams exploser quoi, en 1 an et demi. Et ce dont tu me parles beaucoup, c'est un afflux de réfugiés. Oui. Tu me dis que en 6 mois, c'est incroyable comment ça a grandi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça et peut-être des raisons pour lesquelles c'est le cas? En fait, c'est vrai qu'à Shams France, on a remarqué dès qu'il y a un problème dans un pays, dans la région MENA, Moyen-Orient, Nord-Afrique, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément le mot arabe, en fait, dès qu'il y a un problème, par exemple, ce qui s'est passé en Égypte dernièrement avec le drapeau LGBT pendant le concert de Mashallah Laila, en fait, dès qu'il y a eu ce petit problème, ce gros problème, bon, je ne sais pas comment on pourrait le définir, mais on a eu beaucoup de demandes sur la page de Shams France, des appels de personnes d'Égypte qui voulaient quitter le pays ou trouver refuge au Liban surtout. Alors on était un peu une association médiatrice, on envoyait les gens à l'association Halam au Liban. Alors voilà, c'était un peu notre rôle dès qu'il y a un problème, où là par exemple on voit qu'il y a une grosse homophobie en Algérie. Et là, on reçoit plus sur la page, je n'arrive plus malheureusement à compter les personnes d'Algérie, filles, garçons, personnes trans, et maintenant intersexes aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de... On est contacté par des mamans qui perdent leur enfant, parce qu'il y a beaucoup d'infanticides intersexes. Ah oui. Quand tu dis une grosse homophobie, comment elle se manifeste? Des agressions dans la rue, la famille, des viols... Après, dans l'enfermement, les parents qui veulent rejeter les enfants, alors ils se retrouvent dehors. Alors nous, malheureusement, on n'a pas forcément d'interlocuteurs en Algérie. Alors c'est un peu... Maintenant, on commence vraiment à être en contact avec l'ambassade de France, qui fait vraiment un excellent travail sur le terrain. Alors Yacine, comment vivent ces personnes une fois arrivées en France alors? C'est très compliqué en fait, ça dépend, c'est très différent parce qu'après les pays la région MENA est très différente parce que par exemple les pays du Maghreb ont l'habitude avec la culture française, ils ont des cousins, des familles en France, alors c'est un peu plus pratique pour eux. Par contre, les gens qui viennent du Yémen, d'Arabie Saoudite ou même de Djibouti, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ne connaissent pas la culture, ils connaissent personne en France, alors ils se retrouvent souvent dehors. Alors nous, grâce au refuge, on essaye qui font un travail exceptionnel de loger des gens. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont... Là, on a reçu un grand-papa de 65 ans. Ah oui? Oui. Un Algérien de 65 ans qui, on a découvert son homosexualité, il a dû quitter le pays d'une manière très, très bizarre même. Et voilà, malheureusement, il faut lui trouver un logement, des structures adéquates. C'est très compliqué, le refuge. C'est pour les personnes
d'un certain âge. Victoria. Et de quoi est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait mieux accueillir ces personnes justement en France, et de quoi est-ce que Shams aurait besoin aujourd'hui pour se développer, pour mieux accueillir ces personnes? Déjà, ça serait bien qu'on puisse avoir un soutien politique, parce qu'il y a beaucoup de... Parce que Shams France ne travaille pas forcément qu'avec les personnes d'origine maghrébine, parce qu'on a beaucoup de gens franco-françaises qui viennent nous voir, il y a des couples binationaux. Alors on aimerait bien avoir un soutien, que ce soit auprès de la sécurité sociale, simple exemple, quelqu'un qui est envoyé par notre association qui puisse être pris en charge, des choses, même un logement, par exemple les associations comme Un Toit une Femme, SOS Femmes en Danger, des choses comme ça qui puissent vraiment avoir un lien direct pour que ces gens-là puissent être pris en charge en urgence. Que ce soit ceux qui arrivent de France, après il y a des personnes ici du Maghreb et du Moyen-Orient qui sont en France, qui ont grandi en France, mais qui sont en extrême difficulté aussi. Parce qu'ils n'osent pas aller dans les associations. C'est ça aussi le problème. Ça serait bien aussi qu'on puisse aller dans les cités. Ça serait avec le projet du centre LGBT qui s'appelle le Réseau 93, qui est vraiment un projet exceptionnel sur la santé des personnes LGBT dans les cités. Ça commence. Vous commencez à... Oui, on est partenaire du projet. Ouais. Voilà, c'est le centre LGBT qui chapeaute ce projet avec d'autres associations, d'autres mises en place d'associations. Et voilà, mais voilà, quand il y a une tête référente, c'est vrai, là, on se comprend mieux. Et donc Yacine, là, tu nous parles d'un vrai problème humain, d'un problème social. Et dernièrement, tous les deux, on a pas mal parlé d'un problème même de danger public, quand tu m'as parlé d'un souci de radicalisation de certaines personnes au sein de Shams. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? C'est vrai, c'est une problématique qu'on n'a jamais cru qu'on allait faire à ce problème de radicalisation. Parce qu'on se dit, oui, comment les personnes LGBT se radicalisent? Et oui, elles se radicalisent, c'est des personnes comme tout le monde. Ils ont une religion, ils sont... Il y a le poids de la société, il y a le poids de la famille, le poids du mariage. Alors voilà, et on a un couple de jeunes dames qui sont venues en permanence au début de notre création en disant nos parents ont découvert qu'on est lesbienne, qu'est-ce qu'on va faire? On s'est dit, sur le tas, en fait, quand on est permanent général, on ne peut pas malheureusement traiter du cas par cas. C'est plutôt on discute tous ensemble. Alors elles m'ont dit, voilà, je dis, je suis désolé, je ne peux pas vous donner une solution, ce n'est pas une solution que je peux vous donner comme ça. Alors ils m'ont dit, écoute, nous, apparemment, vous ne pouvez pas nous aider. Alors moi, j'ai peu à faire à l'association. Et quelques jours après, elle m'envoie un message, elle me dit, écoute, moi, je ne peux pas vivre mon homosexualité comme vous, je vais faire chier le monde. Sur le coup, je n'ai pas forcément compris ce qu'elle voulait dire, et je lui ai rigolé un peu. Ouais. Et quelques jours après, elle nous envoie une vidéo en disant oui, viens rejoindre tes frères. C'est vraiment les paroles qu'elle a utilisées. Si je vais baiser avec un mec, je suis désolé pour l'expression, mais si je vais baiser avec un mec, c'est pour fâcher le monde. C'est total. Ouais. Voilà, en fait, parce que c'est un couple de femmes d'origine algérienne et marocaine. Une fille marocaine et une autre algérienne. Et puis l'algérienne, son papa voulait la marier en urgence, si tu veux. Et pour un peu cacher tout ça, parce que ça commence, elle habite à Villepinte, tout le monde est cousin, tout le monde connaît tout le monde, alors c'est un peu problématique pour eux. Et voilà, elles sont parties. Et de là, moi, je suis parti, après, je ne savais pas trop ce que je devais faire, je suis parti au commissariat du 4e arrondissement, au Rue de l'Ours. Je dis, là, ce qui se passe. Il me dit, oui, mais c'est un peu votre faute, pourquoi vous les accueillez? Mais c'est une association ouverte à tout le monde est bienvenu, c'est pas écrit sur le front qu'elle département de djihad. Et de là, monsieur Stéphane Brida, qui est vraiment une personne exceptionnelle, qui est l'élu de la mairie du 10e, qui m'a reçu, qui m'a orienté vers comment faire, je ne sais pas comment faire. Il m'a dit, il faut contacter le ministère de l'Intérieur, il y a un site spécialisé qui s'occupe de toutes ces questions-là. Et il y a aussi un cas d'un jeune Libanais chrétien qui a rejoint son copain, qui était syrien, qui faisait la guerre à Alep, si vous voulez. Et ce jeune a rejoint son copain là-bas. Avec toutes les difficultés que vous rencontrez, comment est-ce que le gouvernement pourrait réagir et agir différemment pour mieux accueillir les personnes que vous recevez? Alors déjà, ça serait bien qu'on en parle. Ça serait déjà qu'on organise une table ronde sur la question, ce qu'on est en train de faire avec Victoria.
on essaiera avec d'autres personnes aussi de réfléchir à une table ronde, déjà de former les animateurs sociaux qui sont... c'est vrai qu'on parle des présidents d'associations, mais il ne faut pas oublier qu'au centre LGBT, c'est les animateurs qui sont à l'accueil qui font vivre l'association, le centre LGBT. Et c'est eux qui sont en danger. S'il y a un problème, c'est eux qui sont là. Alors déjà former ces gens-là, comment réagir à des situations comme ça, ou avoir un numéro sur qui a appelé sur le tas parce qu'ils ne savent pas trop s'il y a un problème, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, former des gens, ou même avoir aussi surtout que les ambassades de France un peu partout, que ce soit surtout en Turquie, parce que c'est le lieu de passage, qu'il y ait un contact vraiment direct avec l'ambassade de France en Turquie pour qu'il puisse... il y a une communication qui se passe entre tous ces gens-là, et surtout que il faut aussi surveiller beaucoup. Ça serait bien que des associations les structures comme la DILCRA puissent déjà aussi aller sur, par exemple, bloquer des pages YouTube d'appel à la haine. Par exemple, il y a juste le jeune imam là qui est à Brest qui tient une page YouTube en disant le fléau de l'homosexualité. Et cette page, elle est suivie par plus de 3 millions de personnes. Voilà, bloquer des pages comme ça. Victoria. Et justement, un peu pour rebondir là-dessus, sur tout ce qui est Internet et connexion, ça a l'air assez complexe quand même, la position des réseaux sociaux. Ça a l'air à la fois d'aider pour de la visibilité, et puis à la fois, ça permet quand même de répandre des idées de haine. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à Shams ? C'est vrai que Shams France, comme Shams Tunisie, aussi en Tunisie, Shams France qui est totalement différente, Shams France, je parle... spécialement de Shams France, on existe grâce à Facebook. C'est vrai que grâce à Facebook, on communique facilement, les gens nous trouvent facilement, rentrent en communication avec nous. Et d'un autre côté, les gens aussi se radicalisent sur Internet, et souvent. Et est-ce que ça peut poser un risque dans leur pays d'origine ? Est-ce que cette visibilité que les réseaux sociaux peuvent donner, est-ce que ça c'est un risque, par exemple en Algérie, en Tunisie ? Oui, 99% des gens qui nous contactent sur les pages Facebook n'ont pas forcément c'est pas leur nom, c'est pas leur prénom. Et sur nous aussi, parce que nous, comme on utilise des images, mon nom est publié sur la page, les gens viennent sur ma page et j'ai un peu peur de communiquer avec eux, d'entrer en contact avec eux parce que je sais pas trop qui parle derrière le profil. C'est ça aussi la difficulté aussi. Laurent Baudouin, on est loin un peu d'une forme d'homosexualité un peu assumée qu'on peut découvrir dans ton livre. Oui, bien sûr, c'est une approche historique. Donc là, en fait, moi, je suis parti de l'idée, j'avais dit la dernière fois, qu'il y avait un contraste entre ce qui se dit en Occident, notamment sur l'islam et l'homosexualité. L'islam serait fondamentalement hostile à l'homosexualité. Et ce qu'on voit quand on voyage dans ces pays-là, on appréhende la culture, notamment la littérature, et on voit qu'il y a une homosensualité extrêmement puissante, forte. Moi, ce que je voulais, c'était trouver des raisons, des cas précis, concrets, de récits qui nous disent qu'à telle époque, il y avait une véritable homosensualité dans ces sociétés. Et la meilleure façon d'approcher cette question, pour moi qui d'ailleurs ne parle pas arabe ni turc, c'était les récits de voyage occidentaux depuis 500 ans, qui racontent beaucoup de choses là-dessus. Et donc là, j'avais commencé à en parler, on avait donné quelques textes. J'en ai d'autres que je peux vous proposer. Donc, dans quelques instants. Tout à l'heure. On va revenir vers toi, Laurent. Pour finir avec Yacine, c'est vrai qu'en fait, ce qu'il y a de difficile dans le monde en fait, du Maghreb, chez les Arabes, moi-même originaire du Maroc, c'est cette homosexualité qui n'est pas du tout assumée, qui rend malade un certain nombre de personnes. Moi, je suis passé par là où je vivais un peu dans la schizophrénie, une double identité tout simplement pour se cacher parce que la famille on savait qu'ils n'accepteraient pas, donc l'idée c'est de montrer qu'on était quelqu'un de normal entre guillemets, et ça à un moment donné c'est vraiment difficile. Là tu parlais d'un travail que vous réalisiez en France, mais il y a énormément aussi de choses à faire dans les pays du Maghreb. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que là l'objectif aussi de Shams France c'est de trouver des interlocuteurs directs. Il y a des pays comme l'Algérie
l'Algérie, là, en fait, on commence à avoir vraiment des gens avec qui on peut rentrer en communication. Et surtout au Maroc, maintenant, il y a l'association qui s'appelle l'Association des femmes libres, qui est une association féministe, mais pour exister, ils ne pouvaient pas forcément prendre le chapeau LGBT, mais qui font un travail de terrain exceptionnel. Avec ces gens-là aussi, là, on est en contact et quand il y a par exemple personne du Maroc qui nous contacte, ben, on les renvoie directement. Tu voulais intervenir, Antoine? Oui, parce que tu disais tout à l'heure que vous aviez peu d'interlocuteurs justement en Algérie, et je voulais juste savoir pourquoi. C'est très compliqué, déjà parce que y a la répression de l'État qui est assez forte. Et aussi les gens sont en train d'exister petit à petit. C'est vrai qu'il y a des gens qui font du terrain, mais c'est très compliqué. Ça s'appelle l'association Transhomo DZ, qui est une association algérienne. Mais voilà, il y a 2-3 personnes qui essayent de faire du terrain, mais la demande est tellement immense que malheureusement on ne peut pas forcément répondre à toutes les questions. Pardon. Et il y a aussi, il faut savoir que l'Algérie, c'est un très grand pays par rapport à la Tunisie. Et bien sûr que c'est pas les mêmes. Par exemple, un homosexuel qui nous contacte d'Alger n'a pas forcément du tout les mêmes problématiques. Quelqu'un qui nous contacte de Khenchla, qui est au fin fond du sud, c'est totalement compliqué. Pour finir, oui, alors tu parlais de la Tunisie, justement. Il y a des choses qui se font en Tunisie. Oui, et est-ce que vous connaissez les travaux que fait par exemple Farhat Othman? Oui, je connais la personne. Farhat Othman, qui a écrit Hérosensualité arabe, Sociologie de la libido maghrébine, et d'autres livres qui sont très intéressants parce qu'ils montrent bien qu'il y a quand même une culture homosensuelle arabe et qu'il n'y a pas de fatalité à l'homophobie dans les pays arabes. Oui, je ne vais pas être très critique ce soir sur le sujet de Farhat Othman. Nous, on est une association de terrain, c'est bien de dire des choses, d'écrire des choses, mais je suis désolé de dire ça, mais ça ne change pas forcément à ce que les souffrances des gens. C'est à long terme peut-être. Ah oui, je ne pense pas malheureusement. Les gens ont besoin vraiment de manger des fois, ils ont besoin tout de suite, immédiat, qu'on doit répondre tout de suite. Il y a des gens qui se font tuer dans les rues, c'est pas avec tout le respect que je dois à toutes. Moi, je suis déjà thésard, alors je sais, ça veut dire quoi une thèse en linguistique. Mais Shams France, je pense qu'on est encore loin de la théorie de l'homosexualité. Il y aura beaucoup à dire. Mais oui, Victoria, pour finir. Par contre, je trouve que c'est intéressant quand tu me parles de gens qui viennent à Shams et qui disent moi, j'arrive pas à être à la fois musulman et homosexuel. Dans ma culture, dans ma religion, c'est interdit. Et je trouve que vos travaux, par exemple, peuvent permettre une certaine forme de réponse ou un début de réponse, même si ça ne résout pas les souffrances. Les gens de Shams France, maintenant, ils ont besoin d'un imam qui peut les écouter. C'est ça, ce serait très intéressant pour eux d'avoir un référent qui a la même culture, qui a vécu les mêmes choses, qui peut en parler. Là, on l'a trouvé. On en connaît un déjà qui s'appelle Ludwig Mohamed Zaïd, mais malheureusement, il est submergé. Je veux dire, il est à Marseille. Qui est à Marseille. Et là, on a un imam qui est à Noisy-le-Grand qui traite ces sujets-là aussi. Vous comptez travailler avec lui. Merci de rester avec nous, Yacine. Merci à vous. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Toujours avec Yacine de Shams France, Victoria qui est avec nous également. Dans un petit moment, nous écouterons notre ami Antoine Duvignal, mais tout de suite, Laurent Baudouin qui revient donc sur l'homo-érotisme arabo-musulman chez les femmes et les hommes, et tu vas démarrer par les femmes. On va faire plaisir aux femmes, on va commencer par un texte de Albertus Bobovius, qui est un Polonais converti à l'islam, qui a passé 19 ans au palais de Topkapi à Constantinople, et voilà ce qu'il dit des femmes. Les plus vieilles dans le sérail et les appartements des dames de qualité font ce qu'elles peuvent pour complaire aux belles et jeunes filles, prennent plaisir à les farder et à les ajuster, et leur font souvent des présents. Ces mégères cherchent même l'occasion de se satisfaire et font toutes choses imaginables pour pouvoir coucher avec leurs bonnes amies. J'ignore la satisfaction qu'elles peuvent en tirer et de quelle manière elles cherchent à se satisfaire. Mais j'ai ouï dire qu'elles prétendent néanmoins y avoir tout entière et qu'elles peuvent presque prendre tous les plaisirs qu'elles auraient avec les hommes. L'homo-érotisme maintenant, oui. Alors j'ai un autre texte aussi qui se passe au hammam avec les femmes, parce qu'il est intéressant parce qu'il y a un poème, on a récupéré un poème que les femmes se disaient entre elles. Et cette fois, c'est le voyageur Michel Baudier en 1633 qui publie un rare exemple de harangue poétique anti-masculine
que les femmes s'adressaient entre elles au hammam. Elles se disaient « On a bien eu raison de dire que le soleil se plongeait dans les ondes puisque vous êtes dans cette eau. Elle qui doit de sa nature éteindre les flammes, allume mes feux quand vous y êtes. Fuyez les embrassements des hommes qui nous méprisent et n'ont de l'amour que pour leurs semblables, et prenez de vous-même avec nous les contentements qu'ils ne méritent pas. » Et alors Baudier continue en disant ce poème, pour lui c'est une image apocalyptique de la femme. Alors il raconte « Après qu'une folle amante a fait de pareils discours, elle descend dans le bain et va brûler d'une flamme qu'elle est incapable d'éteindre, embrasse son amante, la couvre de baisers et fait avec elle, quoi qu'en vain, ce qu'il faut ici taire. Et ces amours de femme à femme sont si fréquents dans le Levant que quand quelque Turc se veut marier, le principal point dont il s'informe est si celle qu'il recherche n'est point sujette à quelque femme qu'elle aime et dont elle soit aimée. Et il conclut ainsi « Ainsi vivent les peuples éloignés de la lumière de la vraie foi, dans les ténèbres de l'ignorance mahométane qui les a portés aux excès de toutes sortes de vices. » Alors vous voyez, comme la plupart des commentateurs en Europe, à l'époque, Baudier met sur le compte de la religion les excès amoureux des peuples musulmans. On peut en tirer pas mal de conclusions aujourd'hui. Un commentaire peut-être, Yacine? Tu fréquentes pas les hammams femmes, tu me diras. Pas du tout, même les hammams, quoi. Ah ouais. Pas du tout. Je suis à côté de la plaque chaîne. Mais c'est vrai que pour moi, ça me rappelle un peu ça me rappelle ma thèse complètement. Ouais. Que j'avais un chapitre histoire, mais c'est vrai que par rapport, si je l'applique sur Shams France, malheureusement, ça ne répond pas forcément à ce qu'on vit au quotidien. C'est ce que tu dis tout à l'heure. Le terrain, et parfois, c'est un autre monde. Mais ça me prend beaucoup de temps et puis, c'est pas très... On peut passer aux hommes maintenant. Oui. On reviendra aux femmes si on a le temps, mais je ne sais pas. On aura le temps. Là, par exemple, on a le bénédictin espagnol Diego de Aedo, qui était prisonnier à Alger en 1577 et qui raconte comment les janissaires et les corsaires d'Alger exhibaient leurs jeunes esclaves lors des réjouissances qui suivaient la course en mer. Alors il raconte la chose suivante: les raïs et les levantins habillent richement leurs garçons, qui sont femmes barbues, d'habits fort jolis de damas, satin et velours, avec poignards damasquinés à la ceinture, très richement garnis de chaînes d'or et d'argent. En un mot, ils les attifent plus coquettement que si c'étaient de très belles dames. C'est un point d'honneur parmi eux de lutter à qui aura le plus grand nombre de ces garçons, les plus beaux et les mieux vêtus. Parce qu'en effet, pour les soldats de l'époque, dans l'Empire ottoman, l'idéal esthétique que représente l'homoérotisme ne s'opposait pas à l'idéal de masculinité. On peut dire, au contraire, il y participait. Et on a un autre exemple d'attachement des soldats turcs à leurs esclaves chrétiens, leurs jeunes esclaves captifs. C'est Savary de Brève, en 1606, qui est ambassadeur français chargé de négocier la libération de captifs à Tunis. Et il écrit que les soldats turcs étaient tellement attachés à leurs jeunes esclaves chrétiens qu'ils firent un grand scandale pour garder ces jeunes dont ils disaient prendre soin. Après une longue négociation, on demanda aux garçons ce qu'ils voulaient faire, et beaucoup décidèrent de rester à Tunis plutôt que de subir les foudres de l'Inquisition à leur retour en Espagne. Et Savary de Brève conclut: retenus par la licence des vices que la secte damnable des Mahométans autorise, ils demeurèrent turcs. Donc là, on a un lien direct qui est fait en Occident, en tout cas, entre la débauche sexuelle et la conversion à l'islam. Parce que beaucoup de captifs refusaient de revenir en Europe, même lorsqu'ils étaient rachetés, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait une liberté sexuelle qui leur plaisait bien en restant sur place et qu'ils n'auraient pas retrouvé en Europe. Un autre texte? Alors on peut en trouver un autre. Ce que je voulais vous proposer, c'était... J'avais un texte qui était très intéressant encore sur les femmes. Et là, c'est un exemple de... comment dire, on pourrait dire de passion amoureuse qui finit mal, malheureusement, mais enfin, il est intéressant. Ouais, ça m'intéresse. Ouais. Il est donné par le diplomate Busbecq en 1522. Busbecq, c'était l'ambassadeur du Saint-Empire à Constantinople. Et il donne un exemple saisissant de séduction d'une jeune fille par une femme âgée, en ménageant un suspense digne d'un roman populaire. Donc, il raconte qu'à Constantinople, une vieille dame
avait repéré au hammam une jeune fille dont elle était absolument amoureuse. Alors il dit « La vieille, devenue éprise des charmes de cette fille, lui déclara sa passion dans un second bain. Celle-ci, peu sensible à ses vaines caresses, refusa de les recevoir. Cette rigueur ne fit qu'irriter la vieille. Elle continua avec de nouveaux empressements à faire sa cour à sa belle. La trouvant enfin inflexible à ses vœux, l'amour riche en expédients lui suggéra celle-ci. Alors voilà ce qu'elle fait. Elle se travestit en homme, ensuite elle alla louer une maison dans le voisinage de sa cruelle, faisant courir le bruit qu'elle était un des officiers du grand seigneur retiré avec pension. En peu, elle fit connaissance avec le père de l'amante. 2 jours après, elle la demanda en mariage. Cet homme d'une fortune médiocre et sans état se trouva très honoré de la proposition. Le parti lui sembla avantageux pour sa fille. Sans balancer, il l'accorde, on convint sur l'heure de la dot, et le lendemain fut le jour fixé pour les noces. Alors, il continue, on les accélère. Que d'attention de la part du nouveau mari dans ce jour, que de caresses, quel plus heureux présage. Le soir arrivé, la modestie d'accord avec la plus délicate économie conduisirent à pas lents la belle épousée au lit nuptial. Que le plaisir du mariage est grand, se disait-elle, puisque les approches en sont si douces. Qu'on est heureuse d'avoir un mari. Mais ciel, quel mari! Alors pour la jeune fille mariée, nécessairement vierge et donc en situation de forte attente sexuelle, le conte de fées tourne au cauchemar. Déjà sa turpitude est découverte. La fille crie, appelle son père au secours. Quelle surprise! Le père se saisit de la vieille et la conduisit le lendemain chez le colonel des janissaires qui commandait à Constantinople pendant l'absence de Soliman. La vieille traduite est interrogée. Elle avoue son crime et ne répond aux reproches que le juge lui en fit que ces paroles qu'elle prononça comme une sentence. « Vos discours me persuadent, monsieur le juge, que vous ignorez ce que peut l'amour sur un cœur tendre. Fasse le ciel qu'il ne vous fasse jamais sentir comme moi toute sa violence. » On voit que l'amour-passion, invoqué comme une excuse suprême à la supercherie, est brandi par la vieille soupirante, tel un tourment auquel nul être humain ne peut échapper, même les plus grands. Mais le chef des janissaires, peu touché par cette déclaration, prend un malin plaisir à se jouer de l'argument. Il dit, le Busbecq dit, « Le colonel ne put se tenir de rire de l'extravagance de la vieille. Il fut sensible à son mal, qui ne venait que d'un trop grand feu, et pour le guérir, il ordonna qu'on la jetât à la mer, ce qui fut exécuté sur l'heure. C'est ainsi que les amours de la vieille retournèrent à leur première source. » C'est mignon. Des manuels comme ça, ce serait bien à l'école, par exemple, au Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Déjà, quand on commence en France, ça serait bien. Quand on commence en France, oui, aussi, oui, bien sûr. Oui. En France, oui. Quand on commence en France. Il y a un auteur dont je me suis beaucoup inspiré, un chercheur américain qui s'appelle Khaled El-Rouayab, qui a écrit L'amour des garçons en pays arabo-musulman, et il dit que ce qui est intéressant, c'est que dans la société arabo-musulmane, depuis le XVe siècle, il y avait dans la population ce qu'on appelle un hédonisme modéré généralisé. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens acceptaient une certaine dose d'homoérotisme. Ils l'acceptaient, mais ça, c'est l'histoire qui le dit. Hein. Il n'est pas d'accord. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu différent, mais ça, c'est la... Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça ne va pas te faire plaisir. Mais on en fera une émission dans ce cas-là. Merci, Laurent. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. L'amour de nos grands hommes avec Antoine. Alors, il paraît, Antoine, que le frère de Louis XIV affichait nettement son homosexualité. Ah oui, très nettement même. C'est le moins qu'on puisse dire. À une époque où la sodomie conduisait au bûcher, c'était plutôt audacieux. Il faut dire qu'à cette époque, l'homosexualité était à 2 vitesses. Il y avait celle des petites gens, qui pouvaient mener à la mort, tout simplement, et celle des puissants, pour qui elle était acceptée, voire pardonnée. Saint-Simon écrit dans ses mémoires « Le goût de monsieur n'était pas celui des femmes, mais le goût d'Henri III. Il ne s'en cachait même pas. » Il faut dire que dès sa naissance, il est bien encouragé dans cette voie par sa propre mère, Anne d'Autriche. Elle l'habille en fille et l'appelle « ma fille » jusqu'à l'adolescence. Ce n'est sans doute pas la cause unique de son homosexualité, mais ça l'a tout de même bien confirmé dans cette voie. Et cette éducation de fille a laissé d'ailleurs d'assez jolies traces. Toute sa vie, monsieur fut très coquet. Il adorait la toilette, le maquillage et les bijoux.
En réalité, si sa mère l'élève en fille, c'est qu'elle suit les conseils de Mazarin. Monsieur ne doit pas être un rival pour son frère aîné, Louis XIV, et prétendre au trône. En faire un garçon efféminé et faible, en tout cas supposé faible, devait lui rendre la tâche plus difficile si jamais il en avait l'intention. Alors, ce monsieur est donc reste toute sa vie dans les salons, les soies et les broderies. Ah, détrompez-vous. Détrompe-toi, cher Brahim. Si monsieur est très précieux et à certains égards très féminin, il sait aussi monter un cheval. C'est un remarquable combattant qui se couvre de gloire sur les champs de bataille et sa bravoure est reconnue de tous les soldats. D'ailleurs, ceux-ci disent finement, il craint plus le hâle du soleil que de recevoir un boulet. Allusion à la version des aristocrates, surtout les femmes, pour le bronzage qui faisait très paysanne au champ. Lorsqu'il était légèrement hâlé, monsieur se maquillait de blanc, comme les femmes le faisaient. Quoi qu'il en soit, tordant le cou au cliché qui veut que les homos soient des poltrons, ce prince efféminé, chargé à la tête de ses troupes, l'épée au poing, sous la mitraille. Alors tel que tu nous le décris, comment penser qu'il a pu se marier oui, c'est surprenant, mais en fait, c'est pourtant... Enfin, il a été marié, et même 2 fois. Donc, il faut tout de suite ajouter que ça n'est certainement pas par élan vers les femmes, mais évidemment par devoir, du fait de son rang, avec les obligations qui en découlent. Le malheureux est contraint par son frère de roi d'épouser à 21 ans Henriette d'Angleterre, mais même s'il arrive à lui faire 4 enfants, le ménage est plus que bancal. Henriette ne supporte pas les favoris de monsieur, particulièrement l'omniprésent chevalier de Lorraine, dont Saint-Simon nous dit, je cite, qu'il était beau à merveille. Le chevalier fut en effet le grand amour de monsieur, mais un temps connut la disgrâce de Louis XIV. Sur la demande pressante d'Henriette, le roi exila le trop séduisant chevalier, amant officiel de son frère, au vu et au su de tous. Cela dit, cet exil fut de courte durée, puisque Henriette meurt subitement. Alors, on peut se poser la question, a-t-elle été empoisonnée par ce fameux chevalier, laissant la voie libre à monsieur pour supplier le roi de rappeler le chevalier. Madame de Sévigné rapporte la scène dans l'une de ses lettres. Elle met ces mots dans la bouche du roi, s'adressant à son frère. « Il reviendra, je vous le redonne, et je veux que vous m'ayez toute votre vie cette obligation, et que vous l'aimiez pour l'amour de moi. » Voilà pour la première noce, mais le quid de la seconde, c'est quoi? Elle arrive. La seconde fut avec la princesse Palatine, personnalité beaucoup plus pittoresque que la première, et surtout qui nous a laissé une importante correspondance donnant des renseignements savoureux sur l'homosexualité de son mari. Elle nous dit par exemple que pour parvenir à l'honorer, monsieur devait consolider sa virilité défaillante avec un chapelet de reliques. Une sorte d'ancêtre du coq-ring, en somme. Notre volumineuse Allemande, qui avait pourtant toute raison de se satisfaire de cet accessoire, lui reproche malgré tout ce procédé peu catholique. Elle lui dit « Je vous demande pardon, monsieur, mais vous ne me persuaderez point que c'est honorer la Vierge que de promener sur son image les parties destinées à ôter la virginité. » Monsieur, on peut y réfléchir, ça mérite réflexion. Monsieur fut tout à fait à la hauteur de la situation, peut-être grâce à son chapelet, et fit 3 enfants à la princesse. Le dernier, d'ailleurs, un garçon, Philippe, deviendra régent à la mort de Louis XIV. Seulement voilà, une fois ses obligations dynastiques accomplies, monsieur n'eut qu'une hâte, quitter le lit conjugal. Il ne voit plus sa femme que pour les réceptions officielles, passe tout son temps avec ses favoris. La Palatine, la pauvre, ne cessera de se plaindre de ses favoris auprès du roi. Elle écrit « Sa Majesté me maltraite et réserve ses bontés pour les jeunes gens qui sont les favoris de monsieur. » En réalité, cette soi-disant bonté n'est qu'une feinte du roi, tant pour obtenir les rapports sur les intrigues de son frère que pour influencer monsieur dans le sens de sa politique. Monsieur délaisse alors complètement sa femme, laquelle finit tant bien que mal à s'accommoder de cette situation, finissent même par avoir des relations empreintes de respect et de sympathie. La seule chose que la princesse Palatine ne puisse pas accepter de bon cœur, c'est que l'argenterie de sa dot serve à payer les nouveaux mignons de son mari. Ça, là, c'en est trop. Elle se plaint et écrit « Monsieur a fait fondre et vendre toute l'argenterie qui est venue du Palatinat.
et à distribuer l'argent à ses mignons. Chaque jour, on lui en amène de nouveaux, et pour leur faire des cadeaux, il vend ou met en gage tous ses bijoux. Et voilà, ainsi fut monsieur, personnage haut en couleur, dans tous les sens du terme, et que certains n'hésiteraient sans doute pas à qualifier de grande folle. Il s'éteint subitement en 1701 à 61 ans. Le premier soin de la princesse sera de brûler les lettres de ses mignons. Elle devait avoir quelques bonnes raisons d'être inquiète. Allez, disons qu'avec le frère très gai de Louis XIV, la cour versaillaise fut un temps une petite Sodome. Alors là, la chronique est terminée. Oui, alors... Mais je ne résisterai pas au plaisir de vous lire ce petit passage quand même, malgré tout, de Saint-Simon à propos de monsieur. Voilà. Ce n'était pas prévu au programme, mais je le rajoute avec ton autorisation. Mais c'est parti. Ah ben d'accord. Alors voilà ce qu'écrit Saint-Simon, le fameux mémorialiste. Et il décrit monsieur, donc. Monsieur était un petit homme ventru, monté sur des échasses, tant ses souliers étaient hauts. Toujours paré comme une femme, plein de bagues, de bracelets, de pierreries partout, avec une longue perruque tout étalée au-devant, noire et poudrée, et des rubans partout où il en pouvait mettre, plein de toutes sortes de parfums, et en toute chose la propreté même. On l'accusait même de mettre imperceptiblement du rouge. Le nez fort long, la bouche et les yeux beaux, le visage plein, mais fort long. Voilà. En fait, il nous dit un peu plus loin encore que c'était une bardache, et une bardache, c'était un passif. Ouais. Voilà. Donc, tu aurais pu arriver ce soir déguisé comme ça, avec une perruque, mais oui, mais le seul problème, c'est que je prends le métro quand même pour venir. Alors, la production, elle aurait pu venir te chercher en taxi. Volontiers. La prochaine fois. Absolument. Alors, mais tout ça, on le retrouve un peu quelque part dans nos sociétés aujourd'hui, un peu ce côté caché. Il s'est contraint d'avoir une famille, des enfants, tout ça. Moi, je connais des tas de gens qui se sont, bien qu'ils soient homosexuels, forcés d'avoir une femme, des enfants pour montrer le contraire. Oui, mais là, en fait, c'est des obligations dynastiques, en réalité. Ouais. C'est-à-dire qu'il était impossible, impensable qu'il n'y ait pas de descendance, quand même. Même si c'était un cadet, c'était pas possible. Il a fait 6 enfants, d'ailleurs. Il a eu 3 enfants avec Henriette d'Angleterre, et il en a eu 3 autres avec la Palatine. Ouais. Certains sont morts, mais enfin quand même, c'est un beau boulot quand même, compte tenu du personnage, c'est pas mal. Quoi. Mais c'était déjà osé de son époque de s'affirmer comme... Tout à fait, c'est ça, oui, absolument. Oui, tout à fait. Ça, c'était vraiment, parce que c'était vraiment une grande folle, quoi. Ouais. Donc, alors, à la cour, tout est permis, pour le frère du roi, tout est permis, mais c'était beaucoup d'audace pour son époque. Sachant quand même que il y avait une justice pour les nobles et une justice pour les autres, et que les peines n'étaient pas les mêmes, et qu'ils n'avaient pas les mêmes risques qu'un malheureux du peuple qui aurait été surpris dans certaines activités. Voilà. Laurent, tu connaissais cette vie de monsieur ? Oui, bien sûr. Mais alors c'est vrai ce que tu dis qu'il y avait 2 justices. Et d'ailleurs, on sait que les dernières condamnations à mort en France, brûlés en place de Grève, c'est en 1750, 2 ouvriers qui ont été honorés récemment parce qu'il y a une plaque rue Montorgueil sur le sol qui rend hommage à ces deux artisans et ouvriers qui avaient une vingtaine d'années. Pour eux, il n'y avait pas de pitié. Oui, alors il faut peut-être être un tout petit peu plus précis. En fait, c'est que la peine du bûcher, il y a un très beau livre d'ailleurs de Maurice Levert qui s'appelle Les bûchers de Sodome, que tu dois connaître. Et ils étaient effectivement ceux qui allaient au bûcher, c'était quand même ceux qui avaient par ailleurs commis des actes très répréhensibles, genre assassinat, viol, etc. Voilà, on n'allait pas au bûcher quand même comme ça, mais il y a eu effectivement des cas de gens qui sont montés au bûcher, et dans ce cas-là, d'ailleurs, c'est horrible, c'est des détails horribles, mais ils avaient des robes couvertes de pois, avec du soufre sur la poitrine pour que ça brûle plus vite, enfin, et parfois ceux qui avaient beaucoup de chance étaient égorgés avant, et la foule n'y voyait rien, et on les brûlait comme ça. Voilà. Merci Antoine. La prochaine fois, tu nous prépares un sujet sur les rois arabes ?
Oui, non, mais je suis désolé, on est passé du Moyen-Orient à la cour de Versailles. Je sais bien que la transition est un peu difficile. Merci. C'est ça. Merci beaucoup. Pour finir, Victoria, tu voulais passer une information ? Ah oui, on a mentionné pendant l'entretien avec Yacine qu'on a organisé une table ronde. Oui. On est en train de trouver une date, probablement courant mars, sur la radicalisation justement des personnes LGBT. Et on va inviter autour de la table, on va inviter des chercheurs, des militants, militantes, des personnes religieuses. Des personnes religieuses pour discuter tous ensemble du sujet. Merci. Homo micro.